Orléans est libre. Après des mois de siège, l'armée française, aidée de Jeanne d'Arc, a réussi à briser le siège anglais. Pour autant, la guerre n'est pas terminée. Et si les Anglais ont été humiliés devant les murs de la ville, ils ont pu se replier en bon ordre vers les forteresses qu'ils contrôlent toujours le long de la Loire. Main-sur-Loire, Jargeau et Beaugency. Pour sécuriser le royaume de Bourges, il faut absolument reprendre ces châteaux aux Anglais. La campagne de la Loire est sur le point de commencer. À la conquête de l'histoire. Bataille de Patay. L'Angleterre humiliée. Une fois les Anglais chassés d'Orléans, Jeanne, accompagnée du bâtard d'Orléans ainsi que d'autres chefs de guerre, prend la direction de Loches, où se trouve le dauphin. Le jour même de leur arrivée, Charles fait envoyer aux villes qui lui sont fidèles la lettre suivante. Cher et bien-aimé, nous croyons que vous avez bien vu les continuelles diligences par nous faites de donner tout secours possible à la ville d'Orléans, assiégée depuis longtemps par les Anglais, anciens ennemis de notre royaume. Depuis que ces lettres ont été faites, il nous est venu ici un héros, environ 1 heure après minuit, qui nous a rapporté sur sa vie que vendredi dernier, nos gens passèrent la rive par bateau à Orléans et assiégèrent du côté de la Sologne la bastide du bout du pont. Tous les Anglais qui y étaient ont été morts ou pris. Pour ceci, vous devez louer et rendre grâce à notre dit Créateur, qui n'a pas voulu nous mettre en oubli de sa divine clémence. Vous ne pourriez assez honorer les vertueux faits de la Pucelle, laquelle a toujours été en personne à l'exécution de toutes ces choses. Charles semble donc reconnaissant du rôle joué par Jeanne lors de la récente victoire. Jeanne, qui est désormais connue de tous sous le nom de Pucelle, et est vue comme l'héroïne de la bataille d'Orléans. Les habitants d'Orléans sont déçus d'avoir laissé partir celle à l'origine de leur libération sans avoir pu la fêter dignement. Néanmoins, de grandes manifestations sont organisées dans toutes les églises de la ville. On y voit les gens d'église, les capitaines, les gendarmes et les bourgeois se rassembler pour célébrer la délivrance d'Orléans. La délivrance de cette ville clé de la région n'a pas mis fin à la présence anglaise dans les environs pour autant. Je l'ai déjà dit, les Anglais ont pu se replier en bon ordre, et leur retraite vers les places fortes de Jargeau, Beaugency et Main-sur-Loire est une façon de reconstituer leurs forces avant de reprendre l'assaut. Pendant que Jeanne se trouve à Loches, les capitaines français encore présents dans Orléans, menés par le maréchal de Saint-Sévère, La Hire et Xaintrailles, tentent de prendre Jargeau, mais ils échouent. Dans le même temps, à la cour du dauphin, on discute sur la suite à donner aux opérations. 2 camps s'opposent. Ceux qui veulent porter le fer en Normandie pour porter la guerre dans le cœur des possessions anglaises sur le continent, et les autres qui veulent emmener le dauphin à Reims, la cité des sacres, pour qu'il y soit sacré comme ses ancêtres avant lui. Au moment où elle rejoint Charles à Loches, Jeanne l'implore d'ailleurs de la manière suivante. « Noble dauphin, ne tenez plus tant et si longuement conseil, mais venez le plus tôt possible à Reims pour recevoir une digne couronne. » Mais Charles VII ne tranche pas, et décide qu'avant de prendre la moindre décision, il faut d'abord délivrer les dernières villes de la Loire tenues par les Anglais. Pour cette mission délicate, il choisit un homme que Jeanne n'a pas revu depuis Tours, le jeune duc d'Alençon. Ce dernier n'a pas combattu à Orléans, car il ne s'était pas entièrement acquitté de sa rançon. Or, un chevalier capturé au cours d'une bataille ne pouvait être libéré par son geôlier, avant que la rançon ne fût versée, que sous la condition de ne pas porter les armes avant le règlement du solde. Et Alençon a respecté à la lettre cette prescription. Pendant que l'offensive se prépare, Jeanne reste à Loches, puis le 7 juin se rend à Orléans. Le prochain objectif a été fixé, ce sera Jargeau.
situé à une vingtaine de kilomètres d'Orléans sur la rive sud de la Loire, et commandé par le comte de Suffolk, qui y a rassemblé quasiment 5000 hommes. Au sein de l'armée, les opinions divergent. Les uns pensent qu'on peut prendre la ville d'assaut, tandis que les autres estiment que c'est trop dangereux à cause des douves qui entourent la ville. Ces derniers mettent en avant l'utilisation de l'artillerie. Jeanne, qui a rejoint l'armée, ne comprend pas toutes ces tergiversations, et le duc d'Alençon rapporte l'anecdote suivante. Jeanne, voyant qu'il y avait difficulté entre eux, leur dit qu'ils ne craignent aucune multitude, et qu'ils ne fassent pas difficulté de donner l'assaut aux Anglais, car Dieu conduisait leur affaire. Et elle dit que si elle n'était pas sûre que Dieu conduisait cette affaire, elle préférerait garder les brebis plutôt que de s'exposer à de tels périls. Après négociation entre les différents capitaines, il est donc décidé de s'approcher des murs pour les bombarder afin d'ouvrir une brèche avant de lancer l'assaut avec les 3000 soldats à disposition. Après un bref combat contre les Anglais dans les faubourgs de Jargeau le 11 juin, l'artillerie peut s'installer. Le 12 au matin, la canonnade commence. Canons et bombardes font pleuvoir les projectiles sur les fortifications. Puis, après plusieurs heures d'échange d'artillerie, l'assaut est lancé sur les murs de Jargeau. Jeanne, étendard en main, entend montrer l'exemple aux soldats et monte à l'échelle pour prendre d'assaut la ville. Elle y est blessée pour la seconde fois, en recevant une pierre qui l'étourdit brièvement et la fait tomber de son échelle. Reprenant ses esprits, elle exhorte ses compagnons d'armes à poursuivre leur assaut, et ils le font tant et si bien que rapidement, les défenseurs anglais sont submergés et que la ville tombe sous le contrôle français. Le comte de Suffolk est fait prisonnier par un écuyer nommé Guillaume de Regnault. Scène amusante, comme il était inadmissible qu'un chevalier de si haut rang soit fait prisonnier par un simple écuyer, Suffolk le fait chevalier afin de pouvoir se rendre à lui. On voit donc au milieu des combats, le vainqueur s'agenouiller devant son prisonnier pour qu'il soit adoubé. Le plus souvent, quand les simples combattants faisaient un prisonnier, ils devaient l'amener à leur chef de compagnie, qui leur rachetait le prisonnier, pour une valeur cependant sans commune mesure avec la rançon qu'on pouvait escompter. La guerre au Moyen-Âge s'apparente parfois à un jeu, un bref moment où doivent se déployer les actes de bravoure de la chevalerie. Mais c'est aussi une entreprise économique qui suppose des investissements importants et dont on espère un bénéfice. Au-delà de la mort du combattant, la guerre constitue une activité dangereuse qui peut entraîner la ruine des familles nobles contraintes d'assumer la charge d'une ou plusieurs rançons, parfois sur plusieurs générations. Lors de l'affrontement, il convient donc de capturer le maximum d'hommes d'armes de haut rang. C'est pour cela que le massacre des chevaliers français à Azincourt, ordonné par Henri V, a été considéré comme une atteinte grave aux règles de la guerre. Pour les Anglais, le bilan de l'assaut sur Jargeau est lourd. En plus de Suffolk ainsi que son frère John de la Pole qui s'en fait prisonnier, entre 300 et 400 Anglais sont morts, dont le troisième frère de la Pole, Alexander. En plus des morts, une grosse partie de la garnison anglaise est donc capturée, tandis que le reste fuit péniblement vers les forteresses de Main-sur-Loire et Beaugency. Si les Anglais perdent un grand capitaine en la personne de Suffolk, il leur reste toujours Talbot, Thomas de Scales et Fastolf, qui disposent de 2 garnisons importantes entre Blois et Orléans, Main-sur-Loire et Beaugency. Pendant que l'armée française reprenait Jargeau, à Orléans, les chefs de guerre répondent à l'appel du roi et se rassemblent dans la ville. Le seigneur de Laval, le seigneur de Loéac, le seigneur de Chauvigny, le seigneur de la Tour d'Auvergne et le comte de Vendôme viennent grossir les rangs de l'armée dirigée par le duc d'Alençon, qui peut désormais compter sur environ 4000 hommes. Puis, le 15 juin, la troupe s'ébranle et prend la direction de Beaugency. Sur la route, le pont fortifié de Main-sur-Loire est pris d'assaut et conquis. La ville et le château qui se trouve hors des murs sont laissés sous surveillance, tandis que le gros de l'armée poursuit sa route. Quand les Français arrivent sous les murs de Beaugency, ils constatent que cette dernière a été abandonnée par les Anglais qui se sont réfugiés dans le château, dont le donjon quadrangulaire domine la cité. Les Anglais occupent également le pont fortifié sur la Loire.
certaines unités anglaises sont cachées dans les maisons et harcèlent à coups de flèches les Français qui rentrent dans la ville. Alors que se déroulent plusieurs escarmouches meurtrières dans la ville, et que le bombardement du château débute, arrive sur place un personnage que nous avions un peu perdu de vue. Le Breton, connétable de France, Arthur de Richemont. Depuis que le dauphin lui a remis l'épée de connétable en 1425, c'est à lui qu'incombe la tâche de mener l'armée royale et de reconquérir le royaume. Mais Richemont est tombé en disgrâce depuis plusieurs années, et le dauphin ne l'a pas appelé pour secourir Orléans. Il est donc venu à Beaugency sans son autorisation. Les autres chefs de guerre français le tiennent en peu d'estime, en raison de sa proximité avec la famille royale anglaise, et parce qu'à son retour en France, il a hésité un moment à s'engager pour la cause delphinale. Cependant, il dispose d'un atout de taille. Il puise ses troupes en Bretagne qui fournit des combattants redoutables. Une longue discussion s'engage alors entre Jean d'Alençon et le connétable. Le jeune duc d'Alençon est passablement énervé de la présence de Richemont, et pense même à lever le siège de la ville si le Breton ne quitte pas les lieux. Pendant que les capitaines français s'écharpent, on apprend qu'une armée de secours a quitté l'île de France. Et finalement, Jeanne d'Arc intercède en faveur du connétable, car elle sait que l'armée a besoin de ses soldats. La pucelle ne tient pas compte des ordres du roi. Elle n'a pas l'habitude d'obéir aux consignes qu'elle ne comprend pas. Les capitaines français décident de répartir leurs troupes de part et d'autre de la Loire pour isoler la ville et le pont. Les Anglais de la garnison comprennent rapidement qu'ils ne pourront pas résister très longtemps, et demandent à parlementer avec la pucelle. À minuit, un accord est trouvé, au terme duquel les Anglais s'engagent à rendre le château et le pont, contre la liberté d'emmener leurs chevaux et leurs harnois avec leurs effets personnels jusqu'à la valeur d'1 marc d'argent par individu. Ils jurent par ailleurs de ne pas se battre pendant une période de 10 jours. Au petit matin du 17 juin, ils rejoignent le château de Main-sur-Loire, tandis que les Français occupent la totalité de Beaugency qui est tombée bien plus facilement qu'escompté. L'armée française remonte alors la Loire pour occuper les environs de Main-sur-Loire et faire tomber le château qui est le dernier bastion anglais sur le fleuve. Pendant que les places fortes occupées par les Anglais tombaient les unes après les autres, le régent Bedford a mis sur pied une nouvelle armée forte de 5000 hommes. Cette armée de secours, évoquée précédemment, est dirigée par Talbot, Scales et Falstolf. Initialement regroupés à Corbeil, les Anglais passent par Étampes où ils font le plein de vivres, puis arrivent à Janville en suivant la grande route de Paris à Orléans. Alors qu'ils sont en route, les Anglais apprennent la chute de Beaugency. Talbot et Fastolf jugent alors plus prudent d'opérer une retraite ordonnée dans la plaine de Beauce, plutôt que de se faire surprendre en rase campagne. Les Anglais pensent affronter l'armée française un peu plus au nord sur la route de Janville. C'est le 18 juin, et à la hauteur du village de Patay va se jouer l'ultime épisode de cette campagne de la Loire. Du côté français, on se concerte longuement avant de prendre la moindre décision. On a trop souvent perdu les batailles rangées pour se jeter une nouvelle fois dans la bataille tête baissée. La précaution est donc de mise. Et, chose étonnante, les chefs de guerre demandent son avis à Jeanne d'Arc sur la marche à suivre. Le bâtard d'Orléans rapporte la discussion suivante. Alors le seigneur duc d'Alençon, en présence du seigneur connétable, de moi-même et de plusieurs autres, demanda à Jeanne ce qu'il devait faire. Elle lui répondit à haute voix en lui disant « Ayez tous de bons éperons ». Ce qu'entendant, les assistants demandèrent à Jeanne « Que dites-vous? Est-ce que nous allons leur tourner le dos ?» Alors Jeanne répondit « Non, mais ce seront les Anglais qui ne se défendront pas et seront vaincus, et il vous faudra avoir de bons éperons pour leur courir après. » Alors que les forces anglaises approchent, dans les rangs français certains doutent, mais pas Jeanne, qui, certaine de la victoire, harangue les hommes qui se préparent pour le combat. « En nom Dieu, il faut les combattre. S'ils étaient pendus au nu, nous les aurons, car Dieu les a envoyés à nous pour que nous les punissions. Le gentil roi aura aujourd'hui la plus grande victoire qu'il eut jusqu'alors. » Une fois les préparatifs terminés, l'armée française, forte de plusieurs milliers d'hommes, se met en route. Elle est divisée en 3 corps. L'avant-garde est confiée à La Hire,
qui chevauche avec Pothon de Xaintrailles et Boussac, la bataille principale réunit Arthur de Richemont, Jean d'Alençon et le bâtard d'Orléans, tandis que l'arrière-garde marche sous les ordres de la Pucelle, de Graville, des seigneurs de Laval, de Ray et de Saint-Gilles. Si on s'est longuement concerté sur la marche à suivre du côté français, la précipitation reste malgré tout de mise. En effet, l'avant-garde n'attend pas le reste de la troupe, qui faute d'organisation est ralentie. Les hommes de la Hire galopent dans la plaine et aperçoivent le convoi anglais à la hauteur de Saint-Sigismond. Talbot est aussitôt prévenu de l'arrivée des Français. Il installe une centaine d'archers le long des haies afin de couvrir la retraite de l'armée. Mais les éclaireurs français, dans leurs travaux d'approche, font lever un cerf qui se précipite dans les rangs anglais et les découvre. Les archers n'ont pas le temps de reprendre leur position. La Hire, Boussac et Pothon se précipitent avec leurs hommes, 180 au total, sur les Anglais pris au dépourvu. Les archers anglais sont taillés en pièces, et Talbot est capturé. L'avant-garde française ne s'arrête cependant pas là, et se précipite sur le gros de la troupe anglaise située à 5 km de là. Les chevaliers français arrivent au grand galop. La surprise est totale pour les Anglais qui n'ont pas eu le temps de préparer leur défense. Là encore, les archers anglais qui ne peuvent pas profiter de la protection habituelle conférée par leurs pieux et leurs fossés sont inefficaces. Ils sont massacrés sans difficulté. Falstaff, qui commande le corps principal anglais, voit immédiatement que la situation tourne au vinaigre, et rejoint sans attendre son avant-garde pour la mettre en ordre de bataille. Mais le galop de sa monture induit ses troupes en erreur. On croit qu'il fuit, et les hommes se débandent. Tandis que le reste des Anglais fuit vers Corbeil, le gros de la troupe du duc d'Alençon arrive sur les lieux de la bataille et parvient à écraser sans difficulté les derniers groupes anglais qui se battaient toujours. L'état-major anglais est décapité. Talbot, Scales et Fastolf sont capturés ainsi que 1500 hommes, auxquels il faut ajouter les 1000 morts laissés sur le champ de bataille. Du côté français, les pertes sont infimes, puisque seuls 3 hommes ont perdu la vie. La fureur de la première ligne française a neutralisé la stratégie que les Anglais mettaient en place depuis le début de la guerre de 100 ans. L'armée de secours envoyée par Bedford est écrasée, son commandement humilié. La victoire étincelante de Patay apparaît à juste titre comme une revanche d'Azincourt. À cette victoire de Patay, Jeanne n'a pris aucune part active, arrivant sur les lieux de la bataille avec l'arrière-garde quand tout était terminé. Mais sa prédiction a néanmoins galvanisé les troupes françaises. Après Montargis, Orléans, Jargeau, Beaugency, Main, et bientôt avec Janville, la bataille de Patay rend aux Français le nord de la Loire jusqu'à Chartres et Étampes, c'est-à-dire l'essentiel des riches terres à blé de la Beauce, tandis que le château de Main-sur-Loire tombe le jour même. Après avoir sauvé Orléans et débarrassé la Loire de la présence anglaise, il reste désormais à Jeanne d'Arc de convaincre le roi d'accomplir la seconde partie de sa prophétie, conduire Charles à Reims pour qu'il y reçoive l'onction du sacre. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.